Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Et pour cette vidéo-ci, je voudrais faire un petit retour sur le calcul de consanguinité. Donc les règles que j'avais déjà abordées dans une autre vidéo avant celle-ci. Mais je voudrais revenir quand même sur les règles de calcul avec un nouveau schéma. Et aussi, en deuxième partie de cette vidéo-ci, il va y avoir une simulation avec un petit outil que j'ai programmé pour voir concrètement à quoi ça ressemble la transmission des gènes, des allèles, pour voir dans un individu qu'est-ce que la consanguinité fait. Donc ça va être en deuxième partie de cette vidéo-ci. Mais tout d'abord, on va y aller avec un rappel des règles générales pour calculer les boucles de consanguinité. Donc, ici, on aurait des individus, en fait, qui n'ont pas encore les relations de déterminer avec. Et la première règle, en fait, c'est de ne pas représenter le même ancêtre plus d'une fois. Donc, évidemment, la consanguinité, c'est justement le fait qu'il y ait un ancêtre commun qui arrive jusqu'à soi-même de plus d'une façon. Donc, l'ancêtre commun est positionné plus d'une fois dans son arbre généalogique. Mais lorsqu'on fait le calcul des boucles, on ne doit pas illustrer deux fois ou plus d'une fois le même ancêtre. Donc, il faut qu'il soit une seule fois représenté dans le schéma. Donc, dans ce cas-ci, il y a l'individu E qui reçoit de la part de ses deux parents de la consanguinité, en fait. Mais on voit ici que B est représenté deux fois. Alors, ce serait une erreur. Il faut vraiment que, même si B est le père de C et serait peut-être aussi le père de D, il ne faut pas l'indiquer deux fois. Donc, on s'assure qu'il soit seulement là une fois et que si c'est le cas, bien les deux flèches remontent au même individu. Ensuite, la deuxième règle, c'est que chaque individu qu'on indique doit être soit un vecteur de consanguinité ou l'ancêtre commun qui provoque la consanguinité. Donc, on ne met pas les individus qui ne contribuent pas ou qui ne génèrent pas de consanguinité. Donc, par exemple, si on veut calculer la consanguinité ici de l'individu G, eh bien, on voit ici que ça remonte par C, par D et par B, mais A ici n'aurait pas de lien. En fait, il ne redescendrait pas par d'autres chemins pour l'instant. Donc, ce serait une erreur d'indiquer A parce que c'est B qui est pertinent étant donné qu'il descend jusqu'à G par un chemin et aussi par un autre chemin. Tandis que A est là juste une fois. Il n'a pas l'air de descendre d'un autre côté, donc on ne l'indiquerait pas. Et évidemment, par contre, si le chemin c'est celui-ci, là on a raison d'indiquer A parce qu'il descend vers l'individu G par ses deux parents. Mais cette fois-ci, c'est l'individu D qui aurait aucune raison logique d'être là parce que D ne descend pas des deux côtés des parents, il est seulement d'un seul côté des parents. Donc, dans ce cas-ci, D serait pas nécessaire au schéma. Mais si on faisait le schéma comme ça, alors là, tout le monde serait pertinent parce que chacun est soit un ancêtre commun, donc qui génère la consanguinité jusqu'à G, ou soit un vecteur qui fait transmettre. Donc, si on illustre, admettons que l'ADN de l'individu A, donc chaque individu a son ADN maternel et son ADN paternel, donc des paires de chromosomes. Donc, qu'est-ce qui arrive si on veut transmettre de façon schématisée par quantité d'ADN? Eh bien, les individus B et H, qui sont des enfants de A, on indiquerait peut-être en blanc que c'est l'autre parent, donc c'est pas pertinent au calcul de consanguinité. Même chose avec H, donc son autre parent de H, il n'est pas indiqué ici, mais ce serait l'ADN gris pâle. Ce qu'on voudrait calculer, c'est seulement l'ADN de A, donc bleu. C'est pour ça que les autres parents ne sont pas indiqués. Donc, étant donné que c'est des enfants, que B et H sont des enfants de A, chacun hérite de la moitié de l'ADN de A. Et ensuite, I hérite de la moitié de H. Quant à lui, l'ADN gris serait l'ADN de son autre parent qui n'a pas de lettres dans ce schéma-là. Donc, du côté de I, il y a la totalité d'une moitié qui proviendrait de son autre parent direct. Mais ici, on voit une combinaison de gris pâle et de bleu parce que c'est la moitié de H en fait. Et ensuite, D ici, qui serait consanguin de A par ses deux parents.
Mais là, on pourrait voir où est-ce que la consanguinité survient. C'est lorsque l'ADN bleu, disons, de A, finit par arriver par tous les chemins jusqu'à D. Donc, vis-à-vis, donc autant de son côté paternel que maternel, il y aurait de l'ADN qui pourrait être, si on veut, vis-à-vis. Et c'est à ce moment-là que la consanguinité survient. Mais c'est pas seulement une notion de quantité d'ADN. Donc, si on veut, dans ces cylindres-là schématisés, c'est comme si c'était des liquides. Évidemment, la consanguinité, c'est pas juste une quantité d'ADN ou une proportion, mais c'est aussi une notion de gènes récessifs. Donc, en fait, je crois qu'au-delà de 95% des problématiques de consanguinité sont causées par ce qu'on appelle les gènes récessifs. Donc, les versions de gènes qui ne sont pas dominants, autrement dit. Donc, c'est pour ça que j'indique dans le schéma ici que dans l'ADN de A, le bleu serait, disons, justement, les gènes récessifs, donc les autres seraient les gènes dominants. Et à ce moment-là, ben, tout se divise par 2 lorsque c'est transmis. Et même si le coefficient de consanguinité se calcule sur la totalité de l'ADN transmis, ce que j'indique ici, en fait, ce serait les cas à 95% ou plus qui risquent d'être problématiques. Ça serait sur les gènes récessifs, donc ça serait ici. Mais en termes puristes là, de calcul de consanguinité, on ne fait pas de distinction entre gènes récessifs et dominants. On calcule simplement quel ADN, si on veut, devient vis-à-vis dans la personne qui a de la consanguinité. Mais juste pour vous informer qu'en fait, à 95% des cas, c'est réellement les gènes récessifs qui causent problème en grande majorité. Ensuite, les gènes récessifs délétères sont généralement le problème, comme je viens d'expliquer, et pas seulement l'ADN en général qui est transmis. Donc, encore une fois, le calcul se base sur la totalité de l'ADN transmis, donc bleu et gris foncé, mais les réels problèmes sont en théorie sur à peu près la moitié de ceux-là, donc s'il y avait des gènes récessifs face à face. Ensuite, une autre contrainte, en fait, c'est que c'est pas simplement une contrainte de quantité d'ADN, comme je disais, mais aussi de position d'ADN. Parce qu'évidemment, quand on reçoit l'ADN de nos parents, mais c'est pas des liquides qui s'en vont, comme dans le schéma d'avant, se coller au fond. Mais chaque position est importante. Donc, c'est là que ça rajoute une contrainte de plus que si, par exemple, B avait eu de l'ADN, disons que ça c'est un chromosome, ben l'enfant B aurait pu recevoir sur son chromosome, sur un des chromosomes, la deuxième moitié seulement qui serait en bleu, alors que l'autre, ça aurait été divisé autrement. Donc à ce moment-là, plus ça descend vers D qui reçoit la consanguinité. Donc il y a une notion pas seulement de proportion ou de ratio d'ADN, mais est-ce que les positions des gènes sont réellement les copies face à face, en fait, d'un chromosome à l'autre. Donc comme on le voit ici, le même gène bleu ici de A, qui est sur un côté de ses parents, arrive jusqu'à B et H au même endroit, et H transmet à I aussi au même endroit, et la consanguinité survient seulement sur D, qui reçoit exactement la même copie de gène de A. Donc si on remarque, là, la seule personne qui est affectée par ça, c'est l'individu D, et c'est là que la consanguinité est problématique, mais aucune autre personne dans la boucle n'est affectée par cette même copie-là vis-à-vis sur ces chromosomes. C'est vraiment seulement la personne D qui serait affectée. Donc ensuite, tenir compte de la consanguinité ancestrale. Donc c'est une troisième règle pour calculer. Donc si, comme dans ce cas-ci, G a de la consanguinité de A, mais a aussi de la consanguinité de D. Donc à ce moment-là, avant de faire le calcul de G, il faut au préalable calculer comment D est consanguin par son ancêtre commun A avant de faire le calcul de cette boucle-là. Donc ça, c'est une autre règle pour leur donner des libellés. Là. Donc c'est la même ADN évidemment qui descend jusque-là, mais pour les boucles, on va les identifier avec des petits libellés. Donc l'ADN jaune de cette boucle-là doit être calculé avant de calculer la consanguinité de G, qui serait dans ce cas-ci la boucle cyan. Et ensuite, G reçoit pas seulement l'ADN de D, mais reçoit aussi l'ADN de A par la boucle bleue, et recevrait aussi l'ADN magenta de B, parce que B peut descendre via ses deux parents.
Donc, E ici, c'est quoi le problème avec E? Ben, en fait, on voit qu'il y a la consanguinité de B. Donc, B descend par les deux parents de E. Donc, il est consanguin, comme D l'est de A. Mais pourquoi on n'indique pas on calcule pas de la même façon que ça descend jusqu'à G? Eh bien, c'est parce que il descend pas vers les deux parents. Donc, E descend seulement par le parent F, mais du côté K et J, il n'y a pas de chemin qui descend jusqu'à E. Donc, c'est pour ça que lui, on n'aurait pas besoin de calculer sa consanguinité si l'individu cible est réellement G. Donc, une boucle, comme j'ai indiqué, là, les 4 boucles présentes, doit inclure les deux parents du sujet. Dans ce cas-là, E ne descend pas par K. Donc, il n'y a pas besoin d'être calculé comme D, il faut qu'il soit, parce que lui descend par les deux parents. Donc, est-ce que cette boucle-là serait pertinente, la blanche ici? Et ça serait quoi l'erreur de calculer la blanche, en fait? Eh bien, c'est qu'on ne doit pas repasser deux fois par le même individu. Donc, la cinquième et dernière règle, la boucle blanche ne serait pas valide parce qu'on passe par D, on remonte et on repasse par D deux fois. Donc, c'est pas une boucle valide. Chacune des autres boucles a les individus une seule fois. La blanche ici a l'air de passer par D deux fois. Ce n'est pas une boucle valide. Donc, on compte les individus ensuite pour le calcul de consanguinité. Il faut compter les individus de chaque boucle, excepté l'ancêtre commun. En fait, c'est de voir à combien de fréquences il y a eu séparation de l'ADN ou transmission de l'ADN. Donc, par exemple, pour D, on compte les individus excepté l'ancêtre commun, donc on ne tient pas en compte A. Mais D ici, ce qu'on calculerait, c'est 1, 2, 3 et 4. Donc ça va servir à la formule de coefficient. On va mettre en fait une demi à la 4. Et le coefficient de consanguinité de D serait donc de 0,0625 ou 6,25%. Mais généralement, le coefficient est indiqué comme ça avec une décimale. Donc, même principe pour les autres, la boucle fuchsia. On ne compte pas l'ancêtre commun, mais on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est une demi à la 7 qui donne le coefficient de consanguinité par B, qui va jusqu'à G. Ici, ce qui est important de noter, c'est comme on disait, la consanguinité préalable de D doit être comptée. Donc, si on fait la boucle Cian, il y a dans la boucle Cian un ancêtre qui descend des deux côtés et qui lui-même avait de la consanguinité. Donc, on en tient compte ici. Donc, c'est pas juste de calculer, là, on compte pas D, on compterait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est pour ça, là, 1,5 à la 5. Et là, on multiplierait par 1 plus le coefficient de consanguinité qu'on a déjà calculé ici, de D, qui donne le coefficient, en fait, pour la boucle Cian. Et ben, la grande boucle ici qui a plein d'individus. Donc, encore une fois, on ne compte pas l'ancêtre commun, mais on compte les autres dans le chemin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on ne compte pas lui. Ça fait 1 demi à la 10. Ça, c'est le coefficient de la boucle bleue. Et donc, le total de G, qui a 4 boucles à tenir en compte. En fait, une indirectement, mais quand même pour servir à la science. Donc, l'individu G, ça serait son coefficient combiné, donc additionné, de ces 3 boucles qui arrivent jusqu'à lui, en ayant pris soin de calculer une boucle avant pour la consanguinité préalable de D. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est en fait une simulation avec un petit outil que j'ai fait qui aide à comprendre un peu mieux que par les tubes là, de proportion, qui aide à illustrer là, de façon un peu plus granulaire là, les gènes face à face, et je vais reprendre exactement ce schéma-là pour indiquer la transmission des gènes d'un individu à l'autre. Donc voilà le petit outil que j'ai fait. On reprend comme promis la boucle avec les mêmes couleurs. Donc si j'affiche un peu, on voit ici que ça va être la totalité de l'ADN, ou disons des chromosomes des individus ici. Donc les mêmes lettres sont reprises. Et si je mets en overlay, donc en superposition, les boucles, on voit que c'est les mêmes boucles ici, qui sont comme un peu plus aplaties en fait. Et en dessous de chaque individu, il y aurait la transmission d'ADN. Donc ce qu'on verrait ici, dans un premier temps, c'est l'individu A, qui est le parent de B et H. Donc A mélange
lorsque les enfants sont conçus. L'ADN est mélangé par segments, en fait, entre le côté maternel et paternel de A. C'est combiné ensemble pour faire un seul des côtés de B. Et on se rappelle que l'autre parent de B n'est pas indiqué, l'autre parent de H non plus. Donc, ça serait leur ADN grise. Je l'ai mis gris foncé pour considérer qu'elle n'est pas utile au calcul de la consanguinité. Donc, tout ce qui est gris vient d'un autre parent qui ne transmet pas de consanguinité. Donc, c'est vraiment seulement ce qu'il y a des couleurs qui va servir à illustrer ça. Donc, petite précision aussi, là, cette simulation-là ne tient pas compte non plus que dans la vraie vie de parents vers les enfants, il y a toujours des petites modifications, des mutations qui arrivent à l'intérieur même de l'individu. Donc, c'est jamais 100% continuellement du même ADN qui est simplement divisé en deux et qui va atteindre un arrière-arrière petit enfant. Au fil des générations, il y a toujours des petites mutations qui arrivent qui fait que l'ADN de chacun est un peu unique, n'est pas simplement la somme parfaite de la moitié de l'ADN du père ou la moitié de l'ADN de la mère combinée, mais il y a aussi à chaque génération des petites mutations. Donc, c'est pas illustré ici, c'est vraiment schématisé de façon haut niveau, mais c'était juste pour préciser ça aussi. Donc, si on remet, juste pour se rappeler là, des boucles de consanguinité, on est en train de faire la boucle jaune, donc c'est pour ça que l'ADN est jaune. On a fait A qui est l'ancêtre commun, qui a déjà commencé à transmettre son ADN aux enfants B et H. Donc, la prochaine étape, c'est que H va transmettre la moitié de son ADN à I. Et ce que je voulais indiquer aussi, c'est que présentement, c'est plus schématisé comme si c'était des segments d'ADN. Donc, admettons que ça, c'est un chromosome de H et un chromosome de B. C'est plus séparé par segments d'ADN. Et c'est la preuve, là, ici, ce serait des demi-frères et sœurs. Donc, c'est la preuve que lorsque le même parent a deux enfants, c'est pas les mêmes segments qui sont vis-à-vis de chacun, mais c'est des distributions aléatoires. Mais pour le bien du reste de cette démonstration-là, on va plutôt y aller en termes de gènes. Donc, les lignes vont être beaucoup plus fragmentées pour la suite des choses. Donc, c'était juste pour montrer, là, si on parle de segments, il y a plus de longueur d'ADN. Mais pour le bien de la démonstration, on va y aller plus fragmenté, comme si on parlait plutôt de gènes que de segments. Donc, H va transmettre son ADN à I. Et là, on voit qu'au niveau de gènes, là, il y aurait effectivement toujours un mélange des deux parents de H. Donc, on voit là, le hasard, ce qu'il aurait pu faire. Et la prochaine étape ensuite, c'est de préparer la boucle de B. Parce que H vient de transmettre son ADN à I. A doit transmettre son ADN à B, ce qui est déjà fait. Mais avant que B retransmette son ADN, il faut se préparer à colorer, si on veut, ou identifier plutôt l'ADN de façon magenta ou fuchsia. Évidemment, c'est la même ADN toujours. Donc, l'attribution de couleur dans ce cas-ci, c'est simplement vraiment pour les identifier, là, mettre un libellé, en fait, si on veut, pour suivre les segments. Mais évidemment, ils vont toujours rester à la même position. Donc, même si ce qui est transmis vient du parent, c'est toujours à la même position. Donc, le haut de l'ADN jaune de I ici était le même que celui de H ou que de A ici. Et évidemment, ce qui est en bas jaune foncé ici vient exactement de la même position de H et de A. Donc, ils vont probablement changer de couleur au fur et à mesure de la démonstration. Mais c'est pas parce qu'ils changent de couleur que c'est plus le même gène. C'est juste qu'on lui attribue un identifiant coloré différent. Donc, le côté total de B, là, on aurait pu faire dans la démonstration que B, comme A, reprend lui aussi sa pleine couleur. Mais ce qu'on va se rappeler, c'est que dans le cas de B, sa couleur foncée, donc son magenta ou son fuchsia plus foncé, en fait, c'est la somme des jaunes que A lui a transmis. Donc, si on garde ça en tête, en plus loin, on va voir avec C et E ce que ça fait. Mais maintenant qu'on a le fuchsia de B, B et I ont D comme enfant et on voit le premier individu, ça va être la fin de la boucle jaune. Donc, lorsqu'il y a du jaune vis-à-vis de la même couleur, ça veut dire qu'il y a consanguinité à ces endroits-là, là, sur ces gènes-là. Et dans ce cas-ci, le réel coefficient, en fait, c'est 0,0625, mais c'est une moyenne. Donc, ce que mon script permet, en fait, c'est de voir que dans ce cas-ci,
Il y avait 256 petites lignes possibles et il y en a eu 12 sur 256 là, qui clignotent en rouge, si on veut, avec les petits indicateurs rouges. Donc, c'est une simulation, c'est le hasard qui a voulu ça. En moyenne, ça va être 0,625. Dans ce cas-ci, ça l'a donné 0,0446 875. Mais en moyenne, le coefficient, ce qu'il donne, c'est ça. Donc, c'est quand même assez proche de ça. Ensuite, on a fini avec la boucle jaune. On voit que même si je change de couleur, c'est évidemment, comme je dis, les mêmes gènes. C'est juste que je leur attribue désormais la couleur bleue parce qu'on va passer à la boucle bleue qui va redescendre jusqu'à G. Par contre, il ne faut pas oublier de garder l'ADN jaune où est-ce qu'il y avait de la consanguinité. Donc, je garde les segments jaunes pour ceux qui étaient vis-à-vis, face à face et qui avaient de la consanguinité. Mais pour le reste, désormais, l'ADN jaune a juste été comme renommé, si on veut, comme étant ADN bleu pour la suite. Donc ensuite, B est le parent de C. Donc mélange son ADN des deux côtés pour la transmettre à un côté de C. Et on prépare aussi, comme on le fait pour B, la future boucle cyan. Donc on va mettre, au lieu que ça soit gris, on va la mettre cyan, cet ADN-là. Et on se rappelle que pour B, en fait, là, tout ce qui est le fuchsia foncé, dans le cas de B, qui redescend jusqu'à C et D, en fait, c'est le mélange des deux couleurs de A. Donc, si on veut, on a plus de précision en gardant le bleu parce qu'on voit les deux côtés de ce que A lui a donné. Mais dans les faits, c'est le côté d'un parent de B. Donc, par exemple, ici, si on grossit un peu, donc, ce qu'on va voir dans le côté foncé, donc par exemple, si on garde notre attention ici, on devrait voir des bleus de deux couleurs lorsque je désactive le côté fuchsia foncé. Donc, on va regarder ici, là, à ces endroits-là. Il devrait y avoir des lignes bleu pâle et bleu foncé. Donc, on voit ici qu'il y a du bleu pâle, ici il y a du bleu foncé, ici il y a du bleu pâle. Donc, c'est vraiment le fuchsia foncé était en fait la somme des deux teintes de bleu transmis par A. Pourquoi j'indique ça? On va voir en fait le prochain individu qui a de la consanguinité. On se rappelle, c'était E. Il n'y a pas sa boucle à lui parce qu'il descend juste d'un côté. Donc, pour G, c'est pas important que E soit consanguin, mais il l'est quand même par B. Donc, c'est ça qu'on va voir. Donc, les deux parents de E sont C et D. On voit ici qu'ils envoient leur segment. Et on va indiquer c'est quoi la consanguinité de E. On va rezoomer un peu plus. Donc, je reviens au fait que ça n'a pas d'importance la couleur de l'ADN, c'est juste pour suivre les segments. Donc, encore une fois, si je zoome, on va voir aussi que la consanguinité qui serait fuchsia, donc la combinaison des deux bleus, va être la même consanguinité que si c'est fuchsia tout court. Donc, on va zoomer encore un peu plus. Donc, on va s'attarder encore une fois au fuchsia foncé. Donc, si je scroll un petit peu plus, il n'y en a pas beaucoup en fait. Ça prend deux lignes de fuchsia foncé qui sont vis-à-vis. Il n'y en a pas énormément. Il y en a une ici, une ligne de fuchsia foncé. Il y en a une autre ici. Donc, normalement, puis il y en a ici deux collés. Donc, je vais zoomer encore un petit peu plus. Donc, ce qu'on voit, donc une ligne de fuchsia foncé vis-à-vis ici. Une autre qui est ici. Et une autre qui est ici. Donc, si on affiche la consanguinité, on arrive à 32 sur 256. Ça tombe un hasard que c'est exactement la consanguinité de E. On ne l'a pas calculé dans l'autre boucle, mais si on l'a fait par cœur, en fait, si les parents de E sont C et D, et c'est la consanguinité de B, c'est facile à calculer parce que c'est une demi à la 3, donc 1, 2, 3, on ne compte pas l'ancêtre commun. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est une demi divisé par 2 et divisé une autre fois par 2, donc 0.5, qui devient 0.25, qui devient exactement 0.125. Donc, par hasard, là, mon modèle a tombé directement sur la bonne moyenne, est tombé exactement sur la moyenne de consanguinité qu'il y aurait. Et j'attire votre attention sur les endroits qui a des fuchsia foncés. Il y a celle-là ici, qui est une paire de fuchsia foncés, celle-là aussi. Donc, il y en a deux là, séparés de 1, deux qui sont ici des fuchsia foncés.
Et un autre exemple, ce serait, disons, celle-là aussi. Je crois que c'est un fuchsia foncé. Donc, si je désactive le bleu, on voit que ici, c'était une paire de bleu foncé. Ici aussi, c'était des paires de bleu foncé. Mais on devrait voir quand même probablement des bleus pâles s'afficher comme ici, un peu plus bas. Là, c'est une paire de bleus plus foncés. Donc, quelquefois, c'est ce qui était fuchsia avant. On voit que c'est la même ADN qui peut être parfois des paires de gènes bleu foncé ou parfois des paires de gènes bleu pâle, comme dans ce cas-ci. Voilà. Donc, ça c'était pour l'individu E. Donc, la suite des choses, c'est de calculer le prochain enfant, J. Donc, J qui a un seul parent, en fait, son parent n'est pas indiqué, donc c'est pour ça que la moitié est grise. Et ça provient de D, donc un mélange des chromosomes de D qui va vers J. Et je tiens à montrer déjà là, que la consanguinité jaune, là, elle va descendre des deux côtés en théorie. Mais c'est vraiment quand elle va rejoindre G qu'elle va se manifester. Donc on voit qu'elle descend déjà en partie de l'ADN jaune sur J et sur E, l'autre enfant. Si jamais il y en a deux exactement à la même place, comme il y en avait chez D, donc si ça redescend jusqu'à G, il y aurait consanguinité ici. Donc pourquoi c'est important de la calculer ici pour la boucle SIA en fait, c'est que il y a plus d'occasions que ce soit transmis. Donc c'est pour ça qu'on l'ajoute à la formule de la boucle SIA et que pour les autres boucles, on n'en a pas besoin. Quand il y a un individu qui a de la consanguinité lui-même, étant donné que des deux côtés de ses parents, il n'y a pas le choix à ces endroits-là de transmettre exactement le même gène, ben ça fait comme une probabilité additionnelle que ça soit retransmis. Parce que les autres, c'est juste d'un seul côté qui pourra en avoir. Tandis que à ces endroits-là, peu importe ce qu'il va transmettre à ses enfants, ça va toujours être le même gène et non pas une chance sur deux. Donc c'est pour ça qu'on l'indique comme ça. Donc ensuite, F enfant de E et K enfant de J. Donc F enfant de E, K enfant de J qui reçoivent aussi leur ADN. Et le roulement de tambour, qu'est-ce qui va arriver jusqu'à G de toutes ces couleurs d'ADN-là? Eh bien, ça va ressembler à cette simulation aléatoire-là. Et ensuite, on va voir, c'est censé être proche de 0,0412, qui est le total de ces trois coefficients-là. Lui est pris en compte, en fait, ici dans la boucle SIA, donc on n'additionne pas lui, étant donné qu'il est dans ça. Donc, le 0,0412 est la somme de ces trois coefficients-là. Et ce que ça va donner dans ma simulation, c'est 0,05859. Donc, c'est quand même proche de ça. Ça, c'est la moyenne parfaite. Mais évidemment, comme dans la nature, ça peut varier. Il pourrait y avoir des gens qui ont la moitié de ça ou le double de ça. Ou des chiffres proches de ça. Donc, ça, c'est la moyenne. Et dans la vraie vie, comme un peu dans la simulation, des fois, c'est un peu plus ou un peu moins. Donc, je vais zoomer un peu pour montrer là, quels sont les 15 segments sur les 256 possibles. Donc, voilà. Donc, il y en a ici des roses, des bleus. On se rappelle évidemment que les fuchsias sont en fait l'ADN rose quand même. C'est juste qu'elle a transité par la boucle fuchsia. Donc, on voit qu'il y a des consanguinités sur des gènes roses, bleus. Il y en a un jaune qui a descendu jusqu'ici. Donc, effectivement, il y a eu, c'est pour ça qu'on comptait le facteur de consanguinité préalable. Mais dans ce cas-ci, c'est arrivé. Il y a eu des gènes jaunes qui ont été retransmis jusqu'à G. Et il y a du fuchsia aussi. Je ne vois pas pour l'instant de cyan, mais il y aurait pu en avoir. Je ne sais pas si, lorsqu'on va faire l'addition, il n'y a pas l'air d'avoir eu de cyan, mais je vais rouler de toute façon une autre simulation plus rapidement pour montrer ensuite divers cas possibles. Mais pour l'instant, cette simulation a fait ça. Donc, si on les classe justement par proportion, on voit toutes les sortes aplaties, si on veut, de toutes regrouper, de toutes les combinaisons possibles qu'il y aurait pu avoir. Donc, j'ai enlevé la contrainte de position pour garder seulement les contraintes de paires possibles, donc un peu combinées, regroupées. Donc, il y a eu A ici qui a son ADN bleu, parent de B et H. Donc, H a reçu à peu près la moitié. On voit ici que B n'a pas reçu la même quantité. Donc, même si chaque individu a exactement la moitié de l'ADN, mais c'est pas la même moitié.
Donc, comme dans la vraie vie, des fois, on peut recevoir plus, autrement dit, d'un grand-parent ou d'une grand-mère ou d'un grand-père, parce que dans ce cas-ci, pour H, l'ADN bleu pâle vient en fait de la grand-mère ou du grand-père, et l'ADN bleu foncé vient de l'autre grand-parent, parce que A a reçu l'ADN de ses parents. Donc, pour H, cet ADN-là, c'est l'ADN des grands-parents. Et on voit, comme dans la vraie vie, que il est possible qu'un frère et une sœur n'aient pas exactement la même proportion d'ADN de chaque grand-parent. Et évidemment, là, ça redescend. Là. C'est pour ça ici que G, c'est plus compliqué les paires, parce que parfois, G a pu avoir d'un côté donc du cyan, donc ce serait par exemple K, avec par exemple l'ADN grise de C, qui aurait pu arriver jusque-là. Donc si l'ADN de K arrive vers l'ADN de C, il aurait pu avoir du cyan avec du gris. Donc c'est toutes les sortes de combinaisons possibles. Et la consanguinité, donc le 15 sur 256 dans ce cas-là, c'est vraiment les mêmes couleurs de chaque côté qui arrivent donc quand, par exemple, D, on voit qu'en haut de D qui est parent de E et J, donc D a transmis en haut du jaune ici, du F. Donc je vais refaire une autre simulation. Je vais la faire plus rapidement cette fois-ci, mais on se rappelle que la moyenne, ça va être 0,0412. Dans ce cas-ci, c'était 15 sur 256. Et on voit là, qu'il n'y a pas effectivement de cyan qui a eu de la consanguinité. Donc, même si je zoome, on ne voit pas de paire de même gène cyan, mais dans la prochaine simulation, il pourrait en avoir. Donc, je vais rerouler mon script. Je vais y aller cette fois-ci beaucoup plus rapidement. Et dans ce cas-ci, on va voir si ça se rapproche plus de ça, et surtout s'il y a des consanguinités cyan. On va zoomer un peu. On arrive cette fois-ci à 12 sur 256, donc c'est encore plus haut que tout à l'heure. Donc 0,0703. Je vais zoomer un peu, voir s'il y en a du cyan. Donc si je scrolle un peu, présent ici. Donc cette fois-ci, sur cette simulation-ci, il y a eu de la consanguinité par l'ancêtre de la boucle cyan. Donc qui serait l'ADN de D, mais qui serait pas l'ADN de la boucle jaune en fait. Donc l'ADN de D ici serait tout l'ADN qui n'est pas l'ADN qui provient de A. Donc nécessairement celle de l'autre parent de H et de l'autre parent de I qui serait arrivé jusqu'à D. C'est cet ADN cyan-là en fait qui aurait redescendu jusqu'à G. Parce que la jaune aurait été celle de A. La jaune ou la bleue en fait. Mais celle qui est cyan serait la combinaison de l'autre parent de H et de l'autre parent de I. Donc je vais essayer un dernier coup de rouler une autre simulation. On va essayer d'aller même en dessous de 0.412 parce que les deux fois, on était au-dessus. Mais je vais démontrer que ça peut parfois être moins que la moyenne que le coefficient donne. Donc cette fois-ci, on arrive un peu plus bas, un peu plus proche du 412 en fait, qui est 0,04229, donc 11 sur 256. Et il y a eu beaucoup plus de cyan cette fois-ci, mais il n'y a pas eu de consanguinité rose cette fois-ci. Donc la boucle fuchsia. Il y a de l'ADN évidemment qui est ici, mais pas consanguine dans cette simulation-ci. Et une autre simulation. Et cette fois-ci, on tombe en dessous. Donc, même si le coefficient est 0,0412, on est tombé à 0,03125. Donc, seulement 8 sur 256 qui sont des gènes qui ont de la consanguinité. Et on voit ici qu'il y a eu du bleu, du fuchsia, du cyan et du bleu plus pâle. Il n'y a pas eu de jaune cette fois-ci, mais il y a une représentativité. Et ben, faut pas oublier que si je désactive l'ADN jaune, en fait, on va voir qu'elle devient bleue parce que l'ADN jaune vient quand même de A. Donc, si je désactive ce qui était jaune, voilà ce que ça donnait comme consanguinité. Et évidemment, en fait, comme je disais, l'ADN n'a pas de couleur, c'est simplement pour les suivre dans la transmission d'ancêtres vers les enfants. Mais évidemment, il n'y a pas de couleur de toute façon. Ça serait simplement des positions et des versions de gènes, donc des allèles de gènes.
Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Comme je dis, j'avais déjà fait d'autres vidéos là-dessus, mais c'était des vidéos quand même assez populaires. Et pour être franc avec vous, même moi, j'avais de la difficulté à comprendre comment c'était transmis, comment ça pouvait arriver à ces chiffres-là. Donc, toujours important de se rappeler, c'est pas seulement une quantité d'ADN, c'est aussi une contrainte de position d'ADN. Donc, il faut que les gènes soient face à face. C'est ça qui est important dans la transmission de consanguinité. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.